Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous qui êtes dans la salle et vous qui nous suivez en direct via Facebook. Je précise justement aux personnes qui sont derrière leur écran que vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat. On aura une session questions-réponses à la fin de notre échange, donc n'hésitez pas à adresser toutes vos questions à nos intervenants. On va donc se parler de sobriété numérique. Depuis plus de 20 ans, le numérique a permis plusieurs choses. L'émergence de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, mais aussi de solutions innovantes transformant nos sociétés en profondeur. Dans le détail, il bouleverse chaque jour nos modèles de production, de consommation, nos modes de travail également. Il met le savoir à la portée de tous, il détecte les maladies, il relie les hommes, il accompagne les révolutions citoyennes et plus récemment, il permet même de faire fonctionner notre économie en pleine pandémie. Le numérique représente aussi un levier pour accélérer la transition écologique. On dit que de nombreux secteurs ne pourront pas relever le défi environnemental et notamment climatique sans numérique. Mais le numérique a aussi sa face cachée, avec un impact négatif à toutes les étapes de sa production et de sa consommation, et puis sans oublier bien évidemment les questions de liberté et de sécurité qui deviennent prégnantes. Elles touchent à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises, sans oublier les États. On constate donc une remise en question permanente et nécessaire pour limiter son empreinte environnementale et faciliter également le développement d'une démarche plus globale, de l'éco-conception des produits et services numériques à leur consommation jusqu'au recyclage et également au réemploi. La question qu'on se posera ce soir est quels nouveaux récits pouvons-nous façonner ensemble, individuellement et collectivement, en faveur d'un numérique plus responsable ? Pour y répondre, j'ai la chance d'avoir à mes côtés ce soir 3 experts. Gaël Duval, pionnier de Linux en France et fondateur de eFoundation. Raphaël Guastavi, chef du service produit et efficacité pour l'ADEME. Et également Juliette Duquesne, journaliste et écrivaine. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Alors pour démarrer, j'ai envie de dire, c'est un fait, le numérique est présent partout. L'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien sans forcément qu'on s'en rende compte toujours. Qu'est-ce qui a changé profondément dans notre époque et qu'est-ce que ça présage pour les années à venir ? Qui veut se lancer ? Alors de but en blanc comme ça. De but en blanc. Qu'est-ce que ça présage ? Ça va être, ça fait partie justement des grandes questions de demain. Ce qui est en tout cas sûr et certain, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, aujourd'hui le numérique est partout. Il est dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Il a démontré qu'il pouvait effectivement lutter contre certains états de fait, le fait d'être bloqué chez soi. On avait une fenêtre ouverte avec nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes. La question, c'est surtout savoir que c'est avant tout un outil. Comment cet outil va venir s'intégrer dans nos projets de société, comment il va évoluer au gré effectivement aussi des autres, parce que là on parle de pandémie, mais d'autres problématiques notamment environnementale et climatique. Est-ce que la solution qu'on nous vend est une partie du problème ? Sans doute. On va, je pense, développer ce point-là. Juliette ? Oui, c'est vrai que souvent on a tendance à dire la numérisation, elle est là, de toute façon elle va continuer, elle est en cours, etc. Moi, c'est quand même ce qui est ressorti beaucoup de mon enquête. Après, on reviendra dans les différents points. Donc, j'ai enquêté pendant un peu plus d'1 an sur l'intelligence artificielle. Il y avait une partie sur la pollution du numérique. C'est que quand même, il y a des questions qui se posent sur ces sujets-là et que souvent, on court un peu après la numérisation. Il y a un peu une fuite en avant technologique et qu'on se pose les questions sur les impacts sociétaux et les impacts notamment de pollution une fois la généralisation des outils. Les outils sont déjà là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout d'outils numériques, mais souvent, que ce soit pour des questions de pollution ou des questions sociétales, on se rend compte que l'outil est généralisé et à ce moment-là, on se dit, voilà, quels sont les impacts ? On
voit bien, on en reparlera tout à l'heure avec les réseaux sociaux, les questions que ça pose pour la démocratie. Et même, c'est vrai que parfois, moi, au cours de cette enquête, a été remis en cause le récit qu'on peut nous vendre parfois dans l'avenir avec des capteurs, des voitures autonomes, une ville intelligente, en disant est-ce que justement on va parler de la consommation des métaux, de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'une grande partie de la pollution dans le numérique est due à la fabrication des équipements. Donc pour faire fonctionner une ville intelligente, des voitures autonomes, il faut beaucoup de capteurs. Donc certains disent que c'est pas forcément réaliste de tendre vers cette solution-là, et que même d'un point de vue écologique, quand on utilise beaucoup de capteurs, même pour réduire, par exemple, essayer de faire varier la consommation d'énergie, il ne faut pas oublier la fabrication des capteurs. Hein. Alors ça va dépendre des cas, mais en tout cas, il faut penser à ce point-là. Et donc, moi, quand même, il est revenu souvent de la question de quelle société nous voulons, et le numérique que nous avons découle aussi de la société dans laquelle nous vivons, qui est une société qui nous pousse à la consommation. Donc on a un numérique qui est beaucoup financé par la publicité, et donc un numérique qui nous pousse à consommer. Voilà, donc après là j'ai parlé de pas mal de points qu'on détaillera. On a la photo globale. Voilà, qu'on va détailler pendant la conférence, mais en tout cas moi ce qui est revenu, c'était surtout de se dire ça serait intéressant, et je pense que des conférences comme celle-ci font partie de ça, de nourrir un débat sociétal sur ces sujets-là, et pas se dire toujours il faut une fuite en avant technologique, il faut absolument passer à telle technologie. Par exemple, le débat sur la 5G a été très révélateur. Faut-il passer à la 5G ou pas? Alors c'était des questions, on y est passé, mais on sait que ça pose beaucoup de questions. Je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, mais c'est ce côté en fait fuite en avant technologique, moi, est revenu souvent au cours de cette enquête. Gaël, en introduction de cette table ronde, est-ce que vous voulez compléter? Je ne sais pas ce que je peux ajouter. Non, juste peut-être préciser quand même que ces technologies numériques, elles sont finalement toutes jeunes. Le web a 25-30 ans. On a déjà eu ces 20 dernières années une révolution qui a des impacts multiples dans la société. Puis aujourd'hui, on le voit aussi, des impacts environnementaux, etc. Et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Et effectivement, on dit le numérique va-t-il se répandre ou pas, ou un peu ou pas beaucoup, à mon avis. Et ça va être un raz-de-marée, parce que c'est la base, c'est l'extension de l'informatique, et c'est donc l'optimisation d'échanges d'informations multiples qui agissent le monde, les gens et leurs interactions. Et moi, il me semble que dans la question que vous posiez, il y a deux manières de répondre. Il y a essayer de voir comment on va subir tout ça. Et puis il y a l'autre option qui est de se dire, de voir ce qu'on va pouvoir créer et décider de ce qu'on va faire, quels sont les outils qu'on veut, quels sont les outils numériques qu'on veut pour la suite, en sachant quels impacts éventuellement ils auront et quelle est la vie qu'on veut avoir avec ces outils-là. Je pense que c'est, à mon avis, subir ou se préparer en fait. Voilà, moi je préfère réagir, qu'on soit plus acteur que spectateur. Alors, intéressons-nous à cette face cachée, cette fameuse face cachée du numérique. Raphaël, vous, à l'ADEME, vous travaillez entre autres au quotidien à l'étude justement de ces impacts environnementaux du numérique. Est-ce que vous pouvez nous délivrer quelques enseignements en synthèse pour bien comprendre de quoi on parle? Et bien évidemment, Juliette, Gaël, je vous laisse compléter au fil de la présentation de Raphaël. Oui. Donc effectivement, à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, on travaille à la fois sur la connaissance des impacts environnementaux dans différents secteurs et les leviers pour tenter de les réduire. Donc, là, je ne sais pas si on peut passer oui. Sur la diapo. Donc les différentes études soit qu'on mène en direct, soit qu'on accompagne, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler sur cette question, montrent quelque chose de très clair. On parle de dématérialisation, on parle de cloud, et pour autant... Est-ce qu'en régie, on peut juste basculer sur la présentation de Raphaël, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc pour autant, ces impacts environnementaux existent et ne sont pas... Enfin, l'Internet, les services numériques n'est pas dématérialisé, en réalité repose évidemment sur beaucoup de matériel. Tout ceci repose sur
déjà la possibilité d'y avoir accès, hein, c'est les terminaux fixes et mobiles, les réseaux, les infrastructures, les data centers qui justement gèrent l'ensemble des données et des puissances de calcul nécessaires. Donc tout ça mis bout à bout, effectivement, a des impacts. Des impacts qui sont globaux, des impacts qui sont locaux. Impacts globaux, c'est des émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation, mais aussi et surtout à la fabrication de l'ensemble de ce matériel. Donc les estimations, alors, on n'est pas au pouillème près, mais c'est un ordre de grandeur. Le numérique, si on prend en compte justement tous ces aspects, représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent des émissions aériennes internationales. Donc c'est loin d'être négligeable, même si 4% paraît pas tant que ça. C'est également 10% de la consommation électrique mondiale, donc là aussi pour faire fonctionner tout ça. Et surtout ce qui est important, c'est de voir que ce chiffre déjà assez important augmente beaucoup plus vite que l'ensemble, que les autres secteurs industriels. C'est un secteur industriel, le numérique comme un autre. Une activité humaine engendre une forme de pollution, un impact environnemental. Donc ça, on peut l'accepter. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir cette augmentation qui est vraiment très très rapide et qui, dans l'état actuel, qui représente une augmentation de près de 10% par an d'impact supplémentaire, n'est pas tenable avec des engagements, notamment en termes de lutte contre le réchauffement global. Donc rien que ça, c'est un vrai souci. Et puis il y a bien sûr, donc là c'est l'impact énergétique, émissions de gaz à effet de serre. Il y a un autre impact qui est aussi très important, c'est l'approche matière, qu'on ne cite pas assez souvent, avec presque l'illusion qu'on peut utiliser les ressources planétaires de façon infinie. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est une étude qu'on avait menée en 2018 sur les biens d'équipement. Alors, vous avez la machine à laver et le frigo, vous allez me dire c'est pas du numérique, encore que maintenant avec les objets connectés, bientôt ce sera... Bon, quand l'objet connecté sera capable de remplir la machine, de la sortir et de la faire sécher, peut-être ce sera utile. Pour l'instant, ça l'est peut-être pas énormément. Une télé qui est aujourd'hui un objet connecté d'environ 10 kg, en réalité, ces 10 kg, il faut mobiliser plus de 2 tonnes de matière pour la construire. 2 tonnes de matière parce que ça va utiliser des matières vierges qui sont dans des mines. Donc en fonction des matériaux recherchés, il va falloir aller excaver plus ou moins de matières, notamment de sol. C'est tous les besoins avant d'arriver, du minerai jusqu'aux matériaux, jusqu'à la fabrication. Et donc c'est assez flagrant. Et ce qui est flagrant, c'est de voir qu'on est sur... aujourd'hui, une demande exponentielle en termes de matières premières. Hein. Si en 1900, les humains se contentaient de... Alors, il y avait beaucoup moins d'humains, vous allez me dire, mais se contentaient de 7 milliards de tonnes de matières premières, aujourd'hui, c'est 90 milliards de tonnes, donc qui représentent 14 tonnes par habitant de cette planète. Et avec des projections qui sont, dans quelques dizaines d'années, doubler encore cette demande en matières premières. Et on le voit, s'il y a une partie notamment de biomasse qui est renouvelable, une grande partie ne l'est pas, et c'est notamment tout ce qui est minerai, métallique et non métallique. Peut-être pour compléter, Juliette, vous évoquez régulièrement dans vos interviews et dans votre ouvrage aussi, il me semble, le sujet du matériel, de la production, et vous dites justement qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que des fois, on se rend compte qu'il y a certaines idées reçues dans le numérique, et des fois, c'est bien sûr, on en reparlera tout à l'heure, stocker les données a un impact, mais c'est surtout la fabrication des équipements qui regroupe, en France, c'est plus de 70% des impacts environnementaux, que ce soit pour les émissions de gaz à effet de serre, la consommation des métaux et la consommation de l'eau. Et donc, comme le disait Raphaël, c'est vrai que on a tendance, on parle beaucoup du changement climatique, qui est un vrai problème, hein, et bien sûr,
sûr, les émissions de gaz à effet de serre sont un problème, mais on a tendance parfois à un peu oublier. Moi, je m'en rends compte d'ailleurs dans mes différentes enquêtes, pas que sur cette enquête du numérique, on a tendance des fois à oublier les autres formes de pollution. Et là, par exemple, il y a quand même la consommation des métaux dont vous parliez. Je sais qu'il y a un autre chercheur que j'avais interrogé, Olivier Vidal, qui me disait que le pic d'extraction du cuivre pourrait être atteint en 2060. Alors même si on ne connaît pas exactement toutes les réserves de tous les métaux, on sait que il va falloir de plus en plus d'énergie pour aller chercher tous ces métaux dans la terre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que beaucoup ont insisté sur le fait que ce récit qu'on raconte pour le futur n'est certainement pas viable quand on voit les ressources de notre planète limitées, qu'il y a aussi la consommation d'eau. Donc on montre qu'en France, le numérique, ça équivaut à la consommation de 5 fois la consommation d'eau en France des Parisiens, donc c'est pas du tout négligeable. Donc on sait qu'il y a tous ces impacts et qu'en plus, souvent dans le numérique, notamment dans un smartphone, on donne souvent ce chiffre, que 3%, moins de 3% est recyclable dans le smartphone, ou est recyclé d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'alliage, de miniaturisation et que c'est difficilement recyclable. Donc c'est vrai que, bien sûr, stocker les données, on en reparlera tout à l'heure, c'est important, mais tout le monde était quand même d'avis de dire que de garder le plus longtemps possible tous ces équipements, les changer le moins souvent et pas multiplier justement d'avoir télé, en tout cas pas multiplier tous les équipements informatiques et électroniques, c'est un point essentiel. Et il me semble que des fois, voilà, je pense que des fois on se perd un peu dans le débat et à oublier ce facteur qui, moi, m'a paru essentiel. Et pour compléter, c'est vrai qu'on oublie aussi que c'est, il y a par exemple, j'avais regardé ces chiffres, il y a que 10% des Africains qui ont un ordinateur, avec des inégalités très fortes dans le monde sur ce sujet-là, notamment sur la consommation de matières premières. Et c'est vraiment des inégalités très fortes selon les régions. Et en plus, c'est une pollution qui est importée, qui est surtout la fabrication de ces équipements n'est pas faite en France, mais ailleurs dans le monde. J'ai quelques illustrations, effectivement, sur... par rapport déjà à cette question d'accès aux matières premières, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement... donc ça, c'est un travail qui a été fait par la Commission européenne, qui a publié un document sur les matières critiques et leur disponibilité. Des matières premières critiques, c'est-à-dire qu'elles sont critiques pour différentes raisons, que ce soit effectivement des questions de stock, de réserve, des questions de demande par rapport à l'offre. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la crise des semi-conducteurs. Il y a on se rend compte que finalement, quand il y a plus de demandes que d'offres, ça pose problème. Et sur ces matières critiques, l'Union européenne a donc relevé que sur 30 vraiment spécialement critiques, 12 concernent spécifiquement le numérique. Donc certains métaux, notamment, qui ont des noms très exotiques comme le germanium ou le gallium, mais aussi ce qu'on appelle communément les terres rares, qui, il faut le rappeler aussi, ne sont pas si rares que ça, mais en réalité, elles sont surtout peu concentrées dans les sols. Et puis surtout, il y a peu de pays qui ont accepté quelque part de mal payer peut-être ces salariés, de ne pas les protéger d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue santé, et quelque part de faire du dumping au niveau international sur les prix, qui font que ces matières vierges sont peu chères, alors qu'en réalité, elles sont très impactantes, que ce soit sur la biodiversité, là où elles sont exploitées. Du coup, quelque part, une forme de distorsion de concurrence qui rend aussi certaines actions peu rentables et donc pas utilisées, comme le recyclage, par exemple. Le recyclage, quelque part, ça pourrait être possible, mais ça nécessiterait beaucoup d'investissements et du coup des matières ramenées au poids très très chères. Ce qui représente une forme de frein, finalement, à la mise en œuvre du recyclage. Et sur ce slide, on voit justement la question du smartphone, ce fameux pass numérique qu'on a tous dans la poche. C'est quelque chose qui est, d'une part, très emblématique, qui montre la complexité d'un outil qui représente plus de 50 métaux très concentrés. Donc sur 50 métaux très concentrés, la difficulté c'est d'aller effectivement en termes de recyclage les chercher, en termes de production de s'approvisionner.
avec des cycles de changement, de renouvellement qui sont bien trop courts, et c'est ce que Juliette disait. En France, on est à environ entre 18 et 24 mois de durée d'usage d'un smartphone, avec un changement non pas parce qu'il ne fonctionne plus, mais parce que la nouveauté. Il y a le 13 qui est sorti. Voilà. Et je ne donne pas de marque. On a tous compris. Donc c'est une vraie difficulté. On entend obsolescence programmée. En réalité, l'obsolescence, c'est l'obsolescence qu'on se donne et qui est souvent plutôt culturelle, marketing, plutôt que vraiment programmée d'un point de vue technique. Ça reste des outils performants qui en réalité peuvent durer très longtemps, 5, 6, 7 ans si on y fait un petit peu attention et si on le fait réparer quand il tombe en panne. Il y a un sujet sur le transport qui est Il y a un sujet sur le transport. Ouais. Donc là, 2 cartes. Celle que vous avez à votre gauche illustre justement où se trouvent ces minéraux, ces minéraux métalliques qui sont nécessaires pour notre vie du numérique. Donc on en trouve un peu partout sur la planète, avec une concentration plus forte, notamment en Chine. Donc une forme déjà de stock et de réserve stratégique. Ce qui montre surtout que s'il y en a partout, on voit que dans beaucoup de pays, il n'y a pas vraiment de protection sociale, pour l'extraction notamment, et encore moins de protection environnementale. Avec des matières qui sont vendues très peu cher et donc qui permettent d'alimenter justement cette construction. Et si c'est vendu très peu cher, c'est ce que je disais, c'est parce qu'on ne prend pas en compte notamment toutes les externalités négatives de cette extraction. Si on prenait un vrai coût environnemental, certainement que le moindre smartphone coûterait 2000 € et pas le plus haut de gamme. Et puis la deuxième carte montre aussi la logistique et les transports induits par la construction de ces appareils. En d'autres termes, dès lors que, donc une grande problématique logistique, dès lors que quelque chose est bloqué, et là aussi on l'a vu, il suffit d'un porte-conteneur un petit peu décalé dans le canal de Suez pour mettre quelques mois de toute la planète en retard, c'est effectivement des appareils technologiques qui ont une chaîne de valeur tellement grande, tellement longue, qu'il suffit d'un petit grain de sable pour bloquer la machine. Et donc, ça montre un petit peu notre dépendance par rapport à cette industrie et la dépendance de cette industrie de notre mode de vie. Et j'ai envie de dire aussi de l'énergie peu chère, là aussi, qui ne prend pas en compte ces externalités. Et on le voit d'autant plus depuis 20 mois, j'ai envie de dire. C'est clairement accéléré. Sur les usages. Alors les usages, je pense que là, je vais vous laisser aussi intervenir, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est ce qu'on disait en introduction, des usages qui sont aussi bien ludiques que professionnels, certainement d'utilité publique aujourd'hui pour une grande partie d'entre eux. Doctolib, ça permet quand même de fluidifier l'accès aux soins, par exemple, mais aussi potentiellement pour la transition écologique. Et puis des usages, ça a été évoqué, qu'on ne va même pas voir, parce que des usages qui vont être induits par de l'intelligence artificielle, du dialogue entre les machines, du machine to machine. D'ailleurs, l'humain va peut-être être sorti un petit peu de certaines boucles de décision. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien ou pas? C'est par exemple sur la partie transition écologique. Si l'humain est sorti par l'objet connecté de la prise de décision, certainement qu'on n'arrivera pas à obtenir les objectifs typiquement dans un bâtiment ultra connecté. S'il y a des prises de décision qu'on ne voit pas pour la régulation, il suffit d'ouvrir une fenêtre au mauvais moment, il suffit de dérégler quelque chose sans même s'en rendre compte pour que le bâtiment ne soit pas aussi performant d'un point de vue énergétique par rapport au projet initial. Donc c'est important d'avoir un retour vers l'humain pour faire comprendre que nous avons aussi et surtout les clés en termes de changement de comportement pour arriver vraiment aux bons usages. Et Gaëlle, justement, sur les usages, tout à l'heure, en introduction, on disait plutôt réagir que subir. Comment, demain, on peut adopter des comportements plus vertueux ? Alors évidemment, il y a la question
de l'acculturation, de la pédagogie, de l'éducation, etc. Donc ça, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental de parler de ces sujets-là. Après, très clairement, on est aussi en face d'une industrie aujourd'hui, l'industrie du mobile, du smartphone, avec les géants du net, qui clairement poussent à la consommation. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, un smartphone, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Nous, on développe des systèmes d'exploitation qui sont beaucoup plus vertueux en termes de protection des données personnelles. En particulier, on dégooglise tout le système d'exploitation et on fournit les outils numériques qui permettent d'avoir une vie numérique normale tout en conservant la main sur ces données. Et on s'aperçoit aujourd'hui, pour rebondir sur le sujet de la durée de vie du smartphone, qu'on a des modèles de smartphones qui ont 8 ans. Ça m'avait frappé notamment un petit S4 mini de 2013. Aujourd'hui, il a 8 ans. On a installé notre système dessus et tout fonctionnait parfaitement. Alors justement, votre système, je prends un peu d'avance, votre système, il s'appelle iOS. Oui. Est-ce que vous pourriez, juste pour les personnes qui sont dans la salle et celles et ceux qui nous regardent, expliquer très concrètement en quoi il consiste ? Comment ça marche ? C'est un système d'exploitation. Alors, un système d'exploitation, c'est comme Windows, macOS, Linux, iOS pour les smartphones Apple, Android pour les smartphones de chez Google et puis tous les copains de Google. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que, si on prend un petit peu à la base, aujourd'hui, le système d'exploitation qui équipe tous nos smartphones, donc qui sont dans la poche, ils passent leur temps à envoyer des données, et chez Google en particulier, et chez d'autres aussi, puisqu'il y a aussi des applications qui envoient des données, typiquement Facebook, machin. J'avais vu un chiffre, je crois que c'est 6 MO par jour. Oui, ça dépend. On va dire il y a deux camps. Il y a le camp Apple et puis il y a le camp Google. Alors, chez Apple, ils sont un petit peu plus raisonnables, on va dire. Il y a 6 mégaoctets à peu près de vos données personnelles qui sortent de votre poche tous les jours. Sans qu'on fasse rien. Sans qu'on fasse rien de spécial. Donc ça veut dire votre géolocalisation, ce genre de choses. Et chez Google, c'est 2 fois pire. Sur Android, c'est 2 fois plus en moyenne. C'est à peu près 12 mégaoctets de données personnelles qui vont chez Google pour nourrir leur business model publicitaire, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, nous, on pense que ça, c'est très problématique, ce modèle économique, et qu'il y a aussi plein d'enjeux sur la protection des données personnelles, et ensuite, par rebond et par effet de bord, sur la démocratie. On l'a vu avec tous les problèmes qu'il peut y avoir avec Cambridge Analytica, les manipulations d'élections, etc. Et donc, nous, on a pris quand j'ai constaté ça il y a 3-4 ans, je me suis dit, est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui à ces outils-là ? Et hormis quelques petits projets un peu de geek, de barbu, enfin moi j'ai un peu de ce monde-là, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien pour ma maman, il n'y avait rien pour ma fille, il n'y avait rien pour le grand public. Donc je me suis dit, est-ce que éventuellement on pourrait recréer quelque chose ? Et j'ai commencé un peu à chercher ce qui existait, notamment dans le logiciel libre, parce que je viens de ce monde-là, je connais bien. Et j'ai constaté assez vite qu'il y a 95% des briques nécessaires pour reconstituer tout cet écosystème numérique, mais de manière plus propre, plus vertueuse, qui étaient disponibles. Et donc j'ai lancé cet effort d'intégration, un peu fou, parce que je ne savais pas où j'allais, et au final qui s'est bien passé, puisqu'aujourd'hui on est 25-30 personnes à bosser à plein temps là-dessus, et on vend des smartphones prééquipés avec notre système en Allemagne, en France, en Angleterre, ça commence aux États-Unis, et on voit qu'aujourd'hui, et c'est ça qui me frappe aussi, c'est que cette proposition d'outils numériques et d'une vie numérique plus vertueuse, elle fait vraiment mouche en fait auprès du public. Et le marché, je pense, est en train d'évoluer vers un marché, on va dire, de l'extase technologique, le dernier iPhone, le machin, etc., les plus belles couleurs, le meilleur appareil photo, à un marché qui se consolide un petit peu. Et donc, on commence à prendre conscience que l'outil est super, mais derrière, il faut voir les impacts. Et donc, est-ce qu'on peut demander un peu plus en termes de garantie sur mes données personnelles, et puis par effet de bord aussi, parce que nous on l'a constaté, un smartphone qui est un petit peu moins datavore, il est aussi un peu moins énergivore, donc ça veut dire une batterie qui va durer plus longtemps dans la journée, qui va s'user moins vite, ça veut dire un impact aussi sur les transferts de données
donc moins d'énergie consommée pour transférer les données. Et au final, c'est aussi un système qui peut s'installer sur des modèles, comme je disais. On supporte 160 modèles de téléphone aujourd'hui différents, sur des modèles qui ont 5, 6, 7, 8 ans. Ça s'installe sur des Fairphone parce qu'on a un partenariat avec Fairphone. Donc là, pour le coup, ils sont beaucoup plus attentifs. Où est-ce qu'ils sourcent leurs matériaux, dans quelles conditions, voilà. Donc on voit qu'il y a une espèce de convergence de vue et peut-être d'intérêt même, un réveil des consciences aussi, hein. sur à la fois les données personnelles qui étaient au départ notre cheval de bataille, et puis l'impact social, l'impact écologique sur la planète en termes d'empreinte CO2, d'énergie qui n'était pas pour moi prévu au départ, mais on s'aperçoit que finalement tout ça c'est vertueux, et ça c'est hyper intéressant. Et comme ça résonne bien avec le marché, moi j'ai un côté un peu optimiste parfois, pas toujours, mais là sur le coup je suis plutôt optimiste sur le fait que le marché est en train de demander quelque chose de nouveau, en tout cas en Occident. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays du monde. Peut-être juste avant de donner la parole à Juliette et Raphaël, concrètement, s'il y a des personnes qui sont intéressées en salle, comment on fait si on veut installer votre on cherche EOS en fait, c'est EOS. E, hein, c'est I en anglais, mais EOS, et on trouverait facilement. D'accord. Sur un moteur, plutôt sur Lilo que sur Google, mais Oui. Forcément. Et ma mère, elle peut l'installer facilement sur son téléphone? non, pas du tout. Non. Je Il va conseille falloir pas. l'aider, Raphaël. Non. On peut l'installer soi-même, et ça, c'est un truc d'informaticien, de geek, etc. Après, on commence à développer des outils pour faciliter cette installation. Mais c'est pour ça aussi que très vite, on nous a demandé est-ce que vous voulez installer. Alors, on a dit au début oui, et puis ça n'a pas très bien marché, mais est-ce que vous me vendriez un téléphone préinstallé? Et au départ, on s'est dit c'est peut-être aussi un business model. Et du coup, avec des téléphones reconditionnés? Voilà, on a commencé comme ça. Pour une raison plus pragmatique qu'idéologique, hein, je ne vais pas le cacher, c'est qu'on n'avait pas de gros moyens, donc on ne pouvait pas aller faire produire 20 000 téléphones ou acheter 20 000 téléphones sur le marché. Par contre, on est allé voir un reconditionneur qui s'appelle Recommerce, je peux le nommer, et qui nous ont super bien accueillis. Ils adoraient le projet déjà, ils avaient entendu parler de nous, et on a commencé comme ça, avec des petites quantités, par des commandes de 30, 40, 50, 100 téléphones. Et donc le reconditionné, oui, ça se prête très très bien à ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, après, on a été un peu limité par le fait de pouvoir se procurer suffisamment de téléphones par rapport à la demande qu'on a en fait, hein. Et donc assez vite, on est allé voir Fairphone. Et puis d'autres, TerraCube aux États-Unis, qui fait un peu la même chose que Fairphone avec une batterie amovible, etc. Voilà. Alors, je tiens à préciser, notre cœur de métier, on n'est pas. Le but, c'est pas forcément de faire un téléphone plus écologique. C'était pas le fond du. Nous, on est vraiment sur la protection des données personnelles, etc. Mais on voit que par effet de bord et par impact, on peut faire les deux en même temps, et que c'est plutôt vertueux. Et ça, je trouve ça vraiment Juliette, vous voulez compléter? Oui, justement, parce que moi, c'est un point que j'ai remarqué pendant mon enquête, et c'était intéressant, c'est que le monde du libre et le monde de ceux qui réfléchissent à la sobriété numérique, ou en tout cas ou à dénumériser même, je vais préciser ce point-là, peuvent se retrouver en ce moment, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la société civile. Et je trouve qu'en France, en plus, il y a quand même particulièrement des initiatives dans ces deux domaines, que ce soit dans le domaine du libre ou dans la sobriété numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est parce que ces deux secteurs, contrairement peut-être aux usagers que nous sommes tous les jours, se rendent plus compte de la matérialité de l'informatique. C'est-à-dire que quand on recrée, qu'on ne laisse pas aux mains des multinationales toutes les étapes de l'informatique, ou quand on veut essayer de rendre un numérique plus sobre, forcément on se rend compte derrière de tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner un ordinateur, pour faire fonctionner Internet. Et c'est vrai que plusieurs acteurs du libre comme Framasoft et l'April et autres, qui sont des associations aussi qui travaillent à un autre numérique, et un numérique plus libre qui respecte l'humain et la planète, on voit qu'ils peuvent se retrouver. Mais ce qui était intéressant dans les débats, moi je trouvais intéressant, c'était qu'il y avait des questions quand même qui se posaient, notamment dans ceux qui vont vouloir peut-être même moins de numérique. La question à se poser, c'est
Alors je vous laisserai trancher, c'est pas toujours simple à trancher, c'est la question de se poser, est-ce que les problématiques viennent de l'outil lui-même ou des usages de l'outil? Est-ce que nous avons un numérique, et ce numérique-là, parce que c'est le résultat de notre société qui veut être plus productiviste et plus efficace, ou est-ce que c'est de la façon dont on se sert de l'outil? Donc là, tout le monde n'était pas d'accord, et parfois d'ailleurs... on pouvait dire que c'était un peu des deux. Les outils sont jamais complètement neutres. Hein. Ça a forcément un impact. Et ça, ce point-là est revenu beaucoup. Et même certains disent, voilà, c'est peut-être moi un des sujets sur lesquels j'ai enquêté où c'est le plus difficile d'être cohérent dans cette société. Si on veut moins consommer d'informatique, par exemple, eh ben c'est pas toujours simple parce qu'il y a de plus en plus de services qui sont numérisés. On n'a pas forcément le choix, à part être un peu mis au banc de la société. Alors, ça veut pas dire de plus du tout avoir de numérique, mais moi, c'est vrai que dans mon enquête, il est quand même ressorti que pour préserver l'humain et la planète, il faudrait quand même se poser la question parfois de numériser ou pas. Donc ça veut dire que je trouve que dans notre débat, il y a deux sujets. Il y a avoir des gestes et une pratique plus respectueuse de l'humain et de la planète, mais aussi se poser la question, et je pense qu'il faut faire attention parce que ça dérive vite le débat, sinon c'est un peu la même chose qu'avec le recyclage. On ne va pas recycler pour consommer plus et on ne va pas faire de la sobriété numérique pour faire plus de numérique, mais il n'empêche qu'il faut poser toutes les questions pour faire plus de sobriété numérique. Et ça, il me semble que ce sont des débats qui sont importants et qui demandent réflexion. Et je sais que par exemple, il y a eu beaucoup de débats en ce moment, il y a une loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale qui passera au Sénat en deuxième lecture, il me semble, début novembre. Voilà, c'est début novembre. Et qui pose, par exemple, la question de l'éco-conception des sites, où certains voudraient même aller plus loin, se poser la question, par exemple, de l'intérêt, par exemple, de numériser tel ou tel site. On m'a donné l'exemple, par exemple, de la SNCF, en se disant, parfois, ça sera moins polluant d'envoyer un SMS plutôt que passer par la 4G, le smartphone, etc. Donc, se poser la question de la numérisation pour des questions, on va dire, d'environnement, mais aussi humain, parce que ça, je fais juste une parenthèse sur ce point-là, et ça se relie, c'est-à-dire que dans le débat public, quand on parle des programmes d'intelligence artificielle, on va surtout parler des risques dans 30 ou 40 ans de récits de science-fiction. On est un peu tous nourris de ces sujets-là en se disant de fantasmes, on va dire, d'une grande intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir dans 30 ou 40 ans. Alors là, c'est pareil, les chercheurs d'intelligence artificielle sont les premiers à dire mais non, on y est très loin, on n'y sera peut-être jamais. Et même si l'intelligence artificielle réussit à faire des choses, mais en tout cas, cette grande intelligence artificielle autonome. Et en fait, le problème, c'est que ça décale le débat aussi. Ça veut dire qu'on ne parle pas de tous les problèmes actuels, on en parle un peu, mais on ne parle pas de beaucoup de conséquences de l'utilisation de programmes d'intelligence artificielle aujourd'hui pour les humains que nous sommes. C'est-à-dire que ça a tendance à rigidifier les relations sociales. Je pense que vous avez tous été concernés par ça, où on a de plus en plus, on est obligé d'échanger avec des programmes d'intelligence artificielle ou avec des services qui sont numérisés, et ce service va moins s'adapter que l'humain en fait. Et on va devoir rentrer dans des cases, et ça enlève un peu, et plus que le risque, ce n'est pas que dans 20 ou 30 ans ou 40 ans, la machine prenne le contrôle, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, on va simplifier notre comportement pour s'adapter aux machines. Et ça, c'est un risque qui est aussi omniprésent et qu'il ne faut pas oublier. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. On va reparler tout à l'heure, je crois, des problèmes sur la démocratie, mais vraiment sur ce côté de... En fait, ce qui fait de nous des humains, je pense que c'est un point important. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup questionné pendant cette enquête, de se dire, quand on passe à des algorithmes, on va passer des mots à des chiffres, puis après au codage informatique. Alors même si ce sont des algorithmes très complexes, quand on change de langage, on simplifie, on schématise un peu, je ne sais pas si je suis claire, et on va forcément un peu simplifier le réel et le rendre plus rigide. Et je pense que le fait de passer à des langages oraux et passer après à des langages écrits qui sont compris que par une partie de la population et les mêmes personnes qui vont intervenir du coup dans des domaines très différents, c'est des sujets qui sont pour moi, il me semble, très essentiels et qui ne sont pas forcément questionnés aujourd'hui dans le débat public sur
voilà l'impact de toute cette numérisation et l'usage de ces programmes d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Je voulais juste, tout à l'heure, Gaëlle, parler des données. Je voulais juste qu'on se prenne le temps de revenir 2 secondes sur le sujet. Dans une interview, Gaëlle, vous évoquiez le fait d'une remise en cause de notre droit à la vie privée. Il y a un sujet de régulation. On en parle de plus en plus. Concrètement, c'est quoi le problème et c'est quoi les solutions? Raphaël, vous voulez commencer? Le problème et les solutions. Alors, le problème, c'est effectivement les quantités de données, parce que là, on parle d'intelligence artificielle et des algorithmes. En fait, ça ne sont que effectivement des algorithmes, c'est-à-dire des formules mathématiques qui derrière envoient plutôt quelque chose qui va être appris sur le tas par la machine. Donc elle n'est pas vraiment intelligente, elle ne fait que répertorier des milliers, des dizaines de milliers de situations pour apprendre quelque chose et donner une solution qui se rapproche le plus près de la question. Donc c'est énormément de données. Donc le problème de énormément de données, c'est les fuites potentielles, donc c'est la maîtrise de la donnée, la propriété de la donnée, une donnée qui fait la richesse de certains. Quelque part, le Web 2.0 a permis de rendre riches les GAFAM et qui, au lieu de produire du contenu, se sont finalement contentés de diffuser du contenu produit par d'autres et par cet intermédiaire les rendre riches grâce à la publicité. Donc c'est quand même très très fort comme système. Donc il y a cette question de la propriété de la donnée qui est propriétaire in fine, donc de sa conception, de son cycle de vie, sa naissance et sa mort. Le problème, c'est qu'il y a rarement sa mort, donc quelque chose qui vient se cumuler. Ça se cumule pas dans un truc vaporeux qu'on appelle le cloud, ça se cumule dans un truc très concret qu'on appelle des serveurs, et donc qui se voit être multiplié. Donc on revient à la question du matériel, de la multiplication du matériel. Alors on a beau dire neutre en carbone, un truc qu'on n'aime pas du tout à l'ADEME, quelle que soit l'action, vous émettez des émissions de gaz à effet de serre et vous consommez des ressources. Et ça, on a beau mettre de plus en plus de panneaux photovoltaïques dessus, c'est toujours une course, un peu ce que vous disiez, à la technologie et au cumul et à l'expansion. C'est des modèles qui sont toujours en expansion. Donc c'est aussi des modèles qui sont toujours en innovation, donc on est toujours à chercher à réguler quelque chose, mais c'est compliqué quand on est dans une forme d'innovation permanente. Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est réglementer. C'est ce qui commence à être fait. Effectivement, on a une loi en cours d'examen, mais c'est assez franco-français aujourd'hui comme dispositif. On est quand même dans un pays heureusement en avance sur ce point. Et les échanges que je peux avoir avec les représentants de GAFAM, c'est que la France est plutôt laboratoire de ce point de vue. Donc sur beaucoup de réglementations environnementales, l'Europe tire vers le haut. Et la France est souvent à impulser sur certains points, c'est notamment le cas des indices de réparabilité, par exemple, pour parler du matériel. Aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone, je fais une digression par rapport à la donnée, mais quand vous achetez un téléphone ou un ordinateur portable, vous avez la possibilité de voir s'il va être facilement, plus ou moins facilement réparable avec cet indice qui inspire de réparabilité, qui inspire l'Europe et demain d'autres pays à l'international. Donc la question par rapport à cette donnée, c'est effectivement de savoir comment réglementer au maximum et faire en sorte qu'on en maîtrise déjà une grande partie, qu'on puisse en avoir une maîtrise. Le RGPD, par exemple, était pas mal pour ça. Gaëlle, peut-être pour compléter, et on pourra aussi sans doute élargir sur peut-on réguler les GAFAM? Oui, compléter. Je pense que la régulation, elle est. Alors, ça me semble assez intéressant de revenir un tout petit peu sur l'histoire des GAFAM et le contexte, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation jamais vue d'un point de vue historique, où on a des sociétés privées qui, en quelques années, 20 ans, on peut dire c'est 20 ans, c'est long, mais non, 20 ans, c'est super court en fait, à l'échelle sur une échelle historique, ont pris des positions de marché qui sont colossales à l'échelle de la planète. Et ça, c'est du jamais vu. Et pourquoi c'est possible à ce point-là? C'est parce que on est dans le virtuel, et justement Internet a permis ça, parce que Internet était déjà assez mondialisé assez vite, et Internet, on le retrouve dans tous les pays du monde. Donc ils ont pu prendre des positions qui sont ultra dominantes
à l'échelle de la planète. Et ils ont pu le faire parce que tout simplement tout ça c'était nouveau et qu'il n'y avait pas de loi qui régulait. C'était le Far West en fait. Hein. C'est vraiment la conquête du Far West numérique, c'est ça. Et ils ont gagné, ils ont conquis l'Ouest numérique. Seulement, il y a un jour, il faut que les États, le législateur s'empare de ces sujets et disent ça c'est normal, ça c'est pas très normal et ça c'est carrément pas normal. Parfois je donne un exemple tout simple. Est-ce qu'il serait acceptable qu'avant qu'on nous distribue le courrier dans la boîte aux lettres, on ouvre systématiquement ce courrier pour voir le contenu et pour éventuellement y glisser un petit prospectus publicitaire qui d'ailleurs pourrait être contextuel en fonction de l'échange. Et puis on remettrait ça, on fermerait l'enveloppe et on mettrait ça dans votre boîte aux lettres. C'est juste non. Et c'est non pourquoi? C'est pas que techniquement c'est pas faisable, ça serait même à mon avis, ça serait une bonne idée de business pour la Poste. C'est juste que c'est interdit. C'est juste interdit parce qu'il y a des lois qui régissent la vie privée et on n'imaginerait pas non plus qu'on soit écouté en permanence pour avoir un petit jingle publicitaire au cas où on projetterait d'aller faire nos courses et qu'il y a peut-être une promo au supermarché du coin. Tout ça, c'est interdit. C'est exactement ce qui se passe. Et pourtant, sur les smartphones, c'est ce qui se passe à une échelle démesurée, sans limite, sans aucune limite. Donc, je serais quand même un petit peu étonné, très ennuyé, qu'à un moment, il n'y ait pas une régulation qui s'installe. Alors ça va prendre du temps, parce que les positions, elles sont ultra fortes à l'échelle de la planète, elles sont vraiment incroyables, elles sont colossales. Que ces boîtes-là, elles ont un pouvoir de lobbying aussi qui est colossal. J'ai plus les chiffres en tête, mais ils dépensent des millions de dollars, souvent, en lobbying à Bruxelles, et puis aussi à Paris, etc. Ça passe pas super bien quand même, parce que je pense qu'aujourd'hui on s'aperçoit, et de plus en plus de monde s'aperçoit que c'est un sujet important, qui a des impacts qui sont colossaux. Enfin, on voit bien ce qui peut se passer parfois sur les élections, etc. Et donc qu'à un moment, il faut sans doute créer des lois. Je pense que c'est ce qui va arriver, mais ça va prendre du temps parce que, évidemment, c'est pas dans leur intérêt. Mais aujourd'hui, il y a eu ils sont pris pas mal d'amendes. Il y a eu le RGPD qui a commencé. Alors, le RGPD, moi, je pense c'est une très bonne chose qu'ils soit en place, même si au final, son implémentation, elle me semble pas du tout parfaite et c'est plutôt un truc un peu ennuyeux parfois pour l'utilisateur, pour les boîtes qui doivent le faire respecter. Les petites boîtes, parfois, c'est un cauchemar, alors que finalement, c'est les grands qui ont les budgets pour le faire respecter. Mais il a cet intérêt, le RGPD, c'est qu'il a permis de montrer que l'Union européenne, à un moment, dit les cookies, les machins, etc., stop, quoi. Enfin, c'est pas stop, justement, mais en tout cas, on met le sujet sur la table et on dit les cookies, c'est impactant pour X raisons, et on va forcer les sociétés à permettre aux utilisateurs de choisir ou pas d'être suivis avec les cookies. L'implémentation est imparfaite, mais c'est un premier pas. Et je pense que c'est un très bon signal. Et maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plutôt vers le privacy by design. Excusez-moi pour l'anglicisme, mais quelque part la vie privée par défaut, plutôt que la vie privée en option. Je pense que c'est là que se situe le débat aujourd'hui. Justement, pour aller plus loin, à tous les trois, comment est-ce qu'on fait sans les GAFAM et comment justement on crée quelque chose de différent? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut. Enfin, c'est pas qu'on peut pas faire sans les GAFAM, on peut toujours faire sans les GAFAM. Moi, j'ai eu la chance de connaître Internet à ses tout débuts, dans les années 90. Il n'y avait pas les GAFAM. Et on faisait déjà plein de trucs. On envoyait des mails, on faisait du chat en ligne. Assez vite, on a même pu faire de la visio. On voyait des vidéos. Enfin, il y avait la plupart des usages qu'on connaît aujourd'hui, hormis quelques-uns, peut-être vraiment sur la Carto, enfin la Maps et tout ça. Ils existaient déjà de manière plus ou moins développée à l'époque. Et il n'y avait aucun GAFA. Il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Facebook, etc. Et ça se passait plutôt bien. Donc, pour moi, le problème des GAFA, il est plus sur est-ce qu'on va les laisser continuer à imposer ce modèle qui, en plus, le plus souvent, comme vous disiez, est basé sur la publicité. Hein, c'est-à-dire qu'on paye tous les GAFA. On ne s'en aperçoit pas, mais quand on va acheter un paquet de lessive ou un truc comme ça, on contribue à leur business model parce que c'est un modèle publicitaire. Donc la question, c'est plutôt est-ce qu'on va les laisser faire? Après, moi, je pense qu'il faut
il faut à la fois réguler. Je pense que c'est important, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant non plus. Parce que si derrière, et ça malheureusement c'est quelque chose que les GAFAM savent très bien exploiter, ils te disent, moi je veux bien, arrête de m'utiliser, mais tu vas utiliser quoi? Qu'est-ce qu'il y a en face? Et il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que nous on est là et qu'on essaie justement de créer des solutions numériques qui sont différentes, avec une proposition de valeur différente, plus vertueuse, pour montrer qu'il n'y a pas que la voie que les GAFAM ont empruntée. On n'est pas là pour dire on va aller lutter contre les GAFAM, c'est pas du tout ça. Nous on dit à ceux que ça intéresse, si vous trouvez que nos produits sont plus vertueux, si vous pensez qu'ils sont mieux pour vous, pour vos enfants, pour la planète, pour votre vie privée, eh ben, utilisez-les. Si vous n'êtes pas d'accord, utilisez les GAFAM, ça ne me pose pas de problème. En plus, il y a quand même des solutions, justement, dans le monde du libre. Par exemple, je sais que moi, on m'a souvent donné l'exemple de rendre les... Parce que c'est vrai, on se pose la question, des fois, il faut Facebook, il faut qu'on s'y soit tous pour que ça fonctionne, en fait. Et donc, de rendre les systèmes interopérables. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous envoyez un mail Gmail sur un mail Hotmail ou un autre, et on peut le faire. Et Mastodon, par exemple, le fait aujourd'hui, ça peut être interopérable. Et donc ça, techniquement, on pourrait faire en sorte que on est... Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, pour que ça fonctionne, il faut tous qu'on soit au même endroit, donc ça va forcément faire un monopole. On pourrait faire différemment. Et après, pour essayer de réduire le poids des GAFAM, vous en parliez, aux États-Unis, il y a des lois antitrust très fortes. Dans les années 70, elles ont été mises en place dans le secteur de la téléphonie. Donc, il y a des solutions, pour, notamment, là, on se rend compte que dans la publicité, Google, notamment Facebook moins, mais aussi, Google et Facebook, ils maîtrisent pratiquement toute la chaîne dans tous les niveaux de la chaîne de la publicité, avec des monopoles très puissants et qui impactent indirectement et directement notre démocratie dans le financement des médias. Je crois qu'il y a un chiffre, c'est 70%, non, c'est pas ça? Alors, qui détiennent... Facebook et Google. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, là, il est dans mon livre, mais je ne l'ai pas en tête. En tout cas, près de 70%. Oui, ça doit être ça. En tout cas, 80% des revenus de Facebook et 98% de Facebook proviennent de la publicité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les revenus des médias en France qui passent sur Internet, beaucoup de revenus, ça a diminué de 71% en quelques années, et que quand il y a une annonce publicitaire, il n'y a que 40% qui revient à ces éditeurs de journaux. Donc, ils ont perdu énormément de poids, et ça a un poids dans notre démocratie. Donc, il y a des solutions à mettre en place, bien sûr, pour créer un autre numérique, et aussi pour réduire le poids des GAFAM. Mais là, c'est pareil, pour prendre un peu de recul, c'est vrai que moi aussi, dans les débats, il est revenu que parfois, il y a un lien qui est quand même, qui a toujours existé historiquement entre, en tout cas depuis quelque temps, entre l'État, la technologie et le capitalisme. Et des fois, l'État et les lobbies, l'État et les GAFAM n'ont pas toujours on va dire, c'est pas toujours très clair ce lien entre les deux. Et des fois, ils vont jouer en disant qu'ils voudraient gagner plus de poids, et en même temps, ils se servent de leur technologie pour aussi surveiller en partie les populations. Donc, ces états de fait ne sont pas toujours très clairs entre les trois, et c'est aussi pour ça que les GAFAM ont pris autant de poids. C'est qu'on leur a donné les moyens de prendre autant de poids, et aujourd'hui, même s'il y a des réglementations qui sont mises en place, le RGPD, même s'il y a encore beaucoup de travail, c'est quand même une grande avancée en Europe, et on voit qu'il y a des tentatives aussi là au niveau européen de mettre en place des amendes s'il y a des contenus litigieux qui pourraient aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. C'est pas du tout négligeable. Ou il faudrait que les GAFAM informent en Europe lorsqu'elles vont racheter des concurrents, et si elles le font pas, ça pourrait aller jusqu'à 10%. Donc c'est des réglementations qui sont en cours, qui sont pas encore adoptées, mais il y a quand même des choses qu'on tente de mettre en place. Mais je pense que, en tout cas, c'est moi le résultat de cette enquête, que parfois l'État, les lobbies et les GAFAM, c'est sûr que les relations ne sont pas toujours très claires, et ils ont aussi encouragé les GAFAM à prendre ce poids-là, et aujourd'hui, on a un impact très, très néfaste pour notre démocratie, et je pense qu'il va falloir réagir pour développer ce monde du libre, notamment même à l'école. Il y a des questions des fois de se dire pourquoi on ne met pas plus en place peut-être, ce monde du libre. Juste oui. le monde du libre, juste si ça ne parle pas
aux personnes qui sont en salle, peut-être un petit... Oui. J'aurais dû vous demander avant, pardon. Le monde du libre, c'est justement celui dont vous faites partie, c'est-à-dire ce monde qui essaye de créer un autre numérique qui n'est pas dépendant des GAFAM et donc qui recrée, on va dire, toute une structure numérique où on n'est pas obligé de dépendre des GAFAM à chaque étape. Et c'est vrai qu'en France, il est quand même assez important, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça peut demander parfois un peu de... Déjà, c'est pas simple d'être formé à tous ces outils informatiques, de s'habituer même à d'autres interfaces, à d'autres façons de faire. Donc c'est ça que je voulais dire dans le monde du libre. Raphaël, vous voulez compléter? Oui, alors la question, est-ce qu'il faut se passer des GAFAM complètement? On peut considérer aussi que, d'une part, c'est des entreprises qui sont implantées dans notre quotidien. On peut peut-être aussi travailler avec eux pour diffuser des messages, parce que finalement, et quitte à ce que ce soit des messages qui fassent comprendre aussi à tous les usagers, que ce soit dans la vie pro ou perso, qu'on peut s'en passer. Donc on peut s'en servir peut-être de vecteur. Après, ils sont, de par leur force, leur omniprésence, leurs moyens, peut-être capables quand même aussi de développer des outils qui serviront réellement la société. Et moi, enfin, en tout cas, le pourquoi je travaille tous les jours, c'est la transition écologique. Donc voilà, il ne faut pas non plus avoir une vision qui soit complètement noire ou blanche, je pense, de la situation. Et l'enjeu, c'est surtout ils sont là, de travailler avec eux. On parle de GAFAM, bon, on pourrait parler aussi de Batix, l'équivalent chinois, qui pose peut-être aussi d'autres questions. Il faut voir aussi que quand on parle de GAFAM, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve des épiciers, on trouve des vendeurs de téléphones. Enfin, les GAFAM, c'est pas que Google et Facebook, c'est aussi... donc quand je dis épicier, évidemment, c'est Amazon. Derrière, je pense que l'impact des produits vendus par Amazon est bien plus important, je parle d'impact environnemental, que le fonctionnement des serveurs d'AWS, d'Amazon. Donc voilà, il y a ces questions-là. Après, on a aussi des champions numériques français qui se développent. Et j'espère qu'ils seront plus vertueux. Des exemples? Je pense par exemple à des cloud providers comme OVH Cloud qui a une approche autour de, pas forcément de la sobriété numérique dans le sens où on en fait moins, mais de travailler directement sur effectivement une forme de mieux-disant environnemental. Et voilà, ils gagnent, je pense aussi là-dessus, où on a des data centers en France qui ont une très bonne efficacité énergétique. En plus de ça, une énergie, bon, là c'est plus contextuel, décarbonée, plus décarbonée qu'ailleurs, on va dire, avec le nucléaire, c'est d'autres problèmes, qui amène aussi à se poser des questions. Donc, par rapport aux GAFAM, c'est vrai que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais comme dans tout secteur. Là, il se trouve qu'effectivement, ils ont un panier qui est bien garni. Donc, c'est plutôt ça la problématique et le monopole qui s'est développé autour de ces énormes moyens. Alors, je vois l'heure qui passe et je vais peut-être privilégier plutôt les questions en salle pour le temps qui nous reste. Que vous soyez ici en salle avec nous ou derrière votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions à nos invités. Donc, n'hésitez pas. Normalement, il y a des personnes tout à fait à gauche et à droite avec des micros. Donc, il suffit de lever votre main et on vous donnera un micro pour qu'on vous entende. J'ai une première question juste ici. On vous passe un micro tout de suite, monsieur. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, Gérard Bonnier. Vous avez parlé des logiciels libres. C'est vrai que quand on prend Linux, LibreOffice et puis plusieurs outils du monde libre, on s'aperçoit qu'on a un service impeccable et tout à fait à la hauteur de ce qu'on trouve en prenant du Microsoft ou de l'Apple. Alors, je pense qu'il y a peut-être aujourd'hui un créneau de développer massivement ce type d'outils quand on voit que Microsoft nous propose la version 11 et quand on regarde la compatibilité de cette version avec tous les ordinateurs qu'on a, on s'aperçoit que des ordinateurs qui ont même pas 2 ans ne peuvent pas faire tourner Microsoft 11.
Qu'est-ce que ça vous dit ? Moi, je vais vous dire ce que ça me dit, c'est que ils sont toujours dans la course à l'échalote. C'est comme chez Apple, hein, c'est pas Apple s'est fait épingler d'ailleurs hein, sur ce sujet-là, hein, puisque sous prétexte de, on va dire, économiser la durée de vie de la batterie, si ma mémoire est bonne, il faisait en sorte que plus l'iPad ou l'iPhone était ancien. Plus il réduisait sa fréquence de processeur pour voilà. Et donc on se retrouvait et je le constate moi parce que j'avais un iPad que j'avais acheté en 2010 si ma mémoire est bonne et j'ai arrêté d'installer des applications etc. Vers 2013. Donc ça fait 8 ans. Il est resté juste dans mon salon avec une application pour lire de la musique et c'est à peu près tout. Et en 2013, il était véloce, c'est-à-dire je l'allumais, je lançais la musique, tout s'affichait, tout ça, j'appuyais, puis j'avais ma musique. Aujourd'hui, quand j'appuie sur le bouton, il se passe 30 secondes entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où l'application de musique démarre déjà. Et ensuite, pour l'utiliser, je dois attendre encore au moins 1 minute ou 2 minutes. Sachant que j'ai fait aucune mise à jour ni de l'OS ni des applications dessus depuis 8 ans. Donc il y a quelque chose qui me dit que quand même, dedans, il y a des trucs qui sont faits exprès pour qu'on ait à un moment envie de changer d'ordinateur, de changer de smartphone, de changer de tablette, parce qu'on le trouve trop lente, parce que ceci, cela. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, vous prenez un PC qui peut avoir 5, 6 ans, 7, 8 ans, ou un smartphone, comme je disais tout à l'heure. Si vous réinstallez un système d'exploitation qui n'a pas ce comportement un peu artificiel de ralentir au bout d'un certain temps le truc, vous retrouvez du matériel qui va vite, qui est fluide. Donc je pense qu'effectivement, là, le logiciel libre peut montrer qu'il y a une autre voie qui est possible et qu'on n'est pas obligé de tout le temps être en train de changer de matériel parce que c'est à la mode, parce que machin, et parce que parfois on trouve qu'il est devenu trop lent parce qu'effectivement il est devenu plus lent, mais de manière artificielle. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des associations qui militent pour qu'on mette une loi sur l'obsolescence logicielle, qu'on distingue l'obsolescence, les mises à jour de logiciels qui sont obligatoires de celles qui vont justement ralentir après les équipements de façon plus globale pour pouvoir distinguer les deux. Merci beaucoup. Une autre question, madame. On vous passe le micro. Oui, bonjour, Christine Aignan, je suis députée de la circonscription et très impliquée surtout au sujet numérique depuis mon début de mandat. Donc je vais peut-être vous donner quelques lueurs d'espoir quand même. Déjà, ce que vous venez d'indiquer, c'est déjà dans la loi AGEC, madame. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, il y a bien une obligation de distinguer dans le logiciel les différentes mises à jour pour effectivement les questions de sécurité ou suivant le niveau de nécessité de ces mises à jour. Et je voulais aussi vous parler par rapport donc à ce que vous avez mentionné sur la dominance des GAFAM et la nécessité de réguler, donc de tout ce qui est en cours de discussion maintenant au niveau européen, donc sur le paquet numérique, avec deux lois importantes, deux règlements importants, donc la législation sur les marchés numériques, le DMA qui avance très bien et qui doit effectivement obliger donc alors ils sont appelés gatekeepers, en fait c'est toutes les plateformes prédominantes de séparer leurs services pour effectivement éviter cet effet de conglomérat qui fait que toutes les données sont partagées d'un service à l'autre et que si demain Google décide de devenir une banque, ils vont avoir accès déjà aux données de tous leurs utilisateurs, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aussi donc un texte sur les contenus et les services. Vous avez mentionné un certain nombre de choses. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui en Europe, et je dirais même au niveau des États-Unis, puisque donc les démocrates sont en train de s'attaquer, d'utiliser les lois antitrust et voudraient aussi, d'une certaine manière, peut-être démanteler les GAFAM. Donc voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Bon,
et qui donnera effectivement, et parce que c'est un des objectifs, hein, surtout au niveau européen, plus de place à des acteurs comme les vôtres, comme vous, hein, qui sont aujourd'hui, qui peuvent être bloqués dans leur développement justement du fait de la dominance de ces entreprises. C'est vrai que les choses bougent et moi pour rebondir juste sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que par contre, alors là je sais que moi les associations justement m'ont alerté sur le fait que ça serait, alors peut-être que vous Raphaël vous allez pouvoir repréciser, mais sur le fait que justement la disposition sur les logiciels et la mise à jour logicielle dans la loi s'était amoindrie et que ça serait pas, pour l'instant elle est encore en discussion à l'Assemblée nationale, mais moi j'ai eu halte à l'obsolescence programmée justement qui m'indiquait que justement là c'était un peu pas vidé de son contenu, mais en tout cas la portée de la loi pour justement la distinction entre les mises à jour, bon, on verra au moment du vote, hein, on verra bien, mais voilà, que justement c'était pas complètement abouti. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, et notamment au niveau européen. Moi je sais que beaucoup de chercheurs m'avaient alerté là-dessus, et il y a des discussions en ce moment, même si c'est pas du tout encore terminé, sur le fait de pouvoir valider un programme d'intelligence artificielle et un algorithme avant sa généralisation. Alors on n'en est pas encore là, mais de pouvoir le faire un peu comme on peut le faire pour des médicaments, c'est-à-dire avec le taux d'erreur, avec les effets indésirables. Alors on en est encore loin, mais de se dire qu'on pourrait essayer de mettre ça en place, parce qu'aujourd'hui on utilise beaucoup d'algorithmes, et notamment d'algorithmes de prédiction qui en fait ne fonctionnent pas si bien que ça, et c'est pas parce que ça fonctionne pas qu'on ne les utilise pas. Donc ça c'est vrai que c'est aussi peut-être bientôt la haute autorité du numérique. Oui. Est-ce qu'on a une autre question en salle? Oui, monsieur Justicier. Donc Jean-Marc Yotier, je suis au comité de direction de la fondation OpenStreetMap. J'ai ici, alors celui qui est tombé est justement un S9 avec I dessus, donc I in the wild. L'autre c'est un S4 avec LineageOS qui est un prédécesseur. Donc voilà, je soutiens complètement cette initiative. C'est un excellent système, je vous encourage à l'essayer. Merci. Quelque chose qui me gêne dans les analyses sur la consommation du numérique en termes d'énergie, de matières premières, c'est que effectivement, il y a une croissance de la consommation, on voit tout ça, mais vous n'avez pas parlé de la substitution des usages et du fait que finalement, oui, il y a une croissance de consommation, mais en même temps, des économies gigantesques, à la fois en substitution, je vais prendre l'exemple des voyages, qu'on fait beaucoup moins maintenant, également par l'optimisation de la conception. On est capable de concevoir aujourd'hui des choses qui sont beaucoup plus frugales que ce qu'on avait autrefois grâce à ces outils. Également par l'optimisation des processus, où on parle de numérisation dans les entreprises. Enfin, c'est monstrueux les économies qu'on fait avec ça. Je suis au système d'information d'un grand telco français. Voilà, enfin, aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont un nombre d'emplois décroissant, mais c'est par des augmentations de productivité gigantesques. Et considérer seulement la consommation et pas les économies qu'on fait, c'est un bilan qui est totalement partiel. Alors j'imagine que l'ADEME se penche là-dessus aussi, mais ne pas l'avoir entendu aujourd'hui, je trouve ça trop blanc. Alors, effectivement, en moins d'une heure, je pense que c'est difficile d'aborder toutes les questions. Je pense que là, l'objectif, c'était quand même de mettre en avant le fait que, oui, le numérique a un impact environnemental, et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. Oui, c'est vrai, dans certains cas, il y a certainement des gains. Le problème, c'est quelle méthode pour évaluer ça de façon correcte. Les effets rebonds négatifs et positifs sont évidemment importants à pouvoir mesurer. Le problème, c'est qu'il faut le faire... Enfin, on s'est penché sur la question, on a une étude qui est en cours avec l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des télécoms, pour justement faire un état des lieux aussi récent, plus récent en tout cas, sur l'impact environnemental du numérique en France. On s'est posé la question comment prendre en compte justement ces effets potentiellement bénéfiques de la numérisation des entreprises, des collectivités, des administrations. C'est hyper compliqué, donc ce qu'on souhaite faire, c'est le faire par morceaux en fait, pour pouvoir déterminer effectivement sur le secteur du bâtiment, sur le secteur de la mobilité, de l'alimentaire,
quels peuvent être les bénéfices de la numérisation versus ses impacts, et donc de pouvoir mesurer un gain net environnemental de ça. Donc on a une étude en cours, par exemple, sur la numérisation des biens culturels. Parce que aujourd'hui, les distributeurs ne vendent plus de DVD, quasiment plus, les livres à voir, mais en tout cas, en gros, on va regarder quel est l'impact du streaming audio et vidéo versus la façon ancienne de les consommer. Pareil pour les livres ou les jeux vidéo. Donc déjà, voilà, l'idée c'est de regarder secteur par secteur pour pouvoir avancer sur ces chiffres qui, dans certains cas, montreront certainement des effets positifs ou des effets négatifs, selon les indicateurs aussi, parce que selon l'indicateur qu'on regarde, c'est plus ou moins avantageux. On a fait une étude pour regarder l'impact environnemental. On a eu tous les 2 ans des assises de l'économie circulaire à Paris. Donc en présentiel, jusqu'à présent on ne se posait pas trop de questions, oui c'est en présentiel. Et puis une année Covid, pas de présentiel, on va le faire en distanciel. Et donc ça nous a permis de faire justement le bilan environnemental entre présentiel et distanciel. Effectivement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a été bien plus vertueux avec ces assises en distanciel. Par contre, sur l'impact ressources, parce qu'on a fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On a comptabilisé les ressources nécessaires pour justement les assises en distanciel. C'était plus impactant. Donc après, sur tous les autres impacts, c'était plutôt mieux. Donc on y a certainement gagné au global. Merci Raphaël. Peut-être une dernière question ? Je me fais juste le relais de questions. Oui, je veux bien, merci. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une première question, c'est que pensez-vous des derniers travaux de Tim Berners-Lee, le fondateur d'Internet avec Solid ? Qui répond ? Ouais, moi je peux répondre rapidement. Alors, je connais pas en détail sa proposition, mais enfin, si ma mémoire est bonne, en fait, il s'agit de déporter le stockage de ces, plutôt que d'avoir des données qui sont stockées dans un cloud et qui sont accédées par les GAFA, c'est de spontanément ou pas donner un accès à ces données en fait par les GAFA en fonction du service. Donc l'idée me semble super intéressante puisque on est plus dans une démarche où on est moins comment dire soumis mais plus acteur en fait de ces données personnelles. Après c'est extrêmement ambitieux comme projet. Je pense que le concept il est hyper intéressant. Il y en a d'autres qui sont un petit peu similaires. Il y a plein de choses sur Internet, si ceux que ça intéresse. Sur la décentralisation aussi du stockage. Enfin, il y a vraiment des choses passionnantes. Après, très clairement, est-ce que ce truc-là va prendre ou pas ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait quand même qu'il y ait des gros acteurs qui s'emparent de cette technologie-là. Pour la rendre déjà plus connue et pour montrer que ça fonctionne et j'ai pas tellement l'impression qu'ils ont envie de passer à ce genre de technologie donc je trouve ça très intéressant. À la fois je suis pas super optimiste à court terme en tout cas sur l'adoption de cette techno. Peut-être une dernière question. Oui. Alors quel est le taux de recyclage des PC en France ? Oula, Raphaël. C'est environ 15%. Enfin, disons que le problème, en fait, c'est pas tant de les recycler, même si on a dit qu'on ne pouvait pas récupérer toutes les matières qu'on avait dans un appareil électronique. Le problème, c'est de les collecter. Aujourd'hui, on a en fait un déficit dans la collecte, donc notamment des smartphones, mais aussi des ordinateurs. C'est du matériel qui a plutôt tendance à rester dans les tiroirs, dans les placards. Même quand ils ne sont plus utilisés, pour différentes raisons. La crainte justement de se faire voler les données qui sont dedans. Le téléphone portable, on ne sait jamais, ça pourrait resservir si jamais je le perds. Ou voilà, si la petite nièce veut un téléphone. Enfin bon, il y a toujours des bonnes raisons pour faire en sorte de ne pas donner ce téléphone. L'impression aussi qu'il reste une valeur intrinsèque à ces matériels, parce que c'est des matériels technologiques qui en réalité perdent énormément de valeur très très rapidement. Donc voilà, vraiment le nœud du problème c'est déjà la partie collecte, et puis une fois que c'est collecté, c'est globalement bien valorisé,
Donc on a une valorisation qui est à la fois sur certaines matières et sur après ce qui reste en valorisation énergétique. Merci beaucoup. Je me permets d'arrêter parce que Juliette est attendue pour une séance de dédicace. Et excusez-moi Juliette, j'ai oublié de préciser, j'aurais dû le faire au début de cette table ronde, de préciser donc, que vous avez une série d'enquêtes qui s'appelle Carnet d'alerte, et notamment une enquête qui est dédiée au sujet de l'intelligence artificielle, co-écrite ou co-réalisée avec Pierre Rabhi, si je ne dis pas de bêtises, basée sur plus de 80 interviews. Vous en avez fait un livre et vous pouvez retrouver Juliette sur le village pour une séance de dédicace. Je pense que j'ai pas besoin de vous répéter que Gaëlle, avec sa fondation, donc, a développé EOS. Je vous invite, si ça vous intéresse et que vos consciences sont éveillées sur ce sujet, à vous intéresser à sa solution. Et enfin, l'ADEME. L'ADEME aussi publie très régulièrement des études, notamment sur ce sujet-là, très éclairantes. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur le site de l'ADEME. Un immense merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à Madame la députée pour vos éclairages aujourd'hui. Et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.